Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapport Ciné Critique, et je ne suis pas seul, regardez qui c'est qui est avec moi, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu sur Salut. la chaîne. Hugo, comment ça va? Ça- Bah ça va très bien et toi? Mais écoute, formidablement bien, alors on a fait beaucoup de duos ensemble sur la septième illusion, on salue nos collègues et nos abonnés au passage, mais on avait aussi parlé de Gattaca ensemble, alors là on change complètement de style, parce que depuis on Tout est à fait. devenus de vrais cinéphiles. Non, je plaisante. On va faire un cliché là-dessus, mais évidemment, on va parler d'un vrai film d'auteur. Là, on ne peut pas dire le contraire. Sorti en 1978 et c'est son troisième long métrage de fiction, sachant qu'elle a aussi fait des courts et des documentaires entre-temps, à savoir Les Rendez-vous d'Anna de Chantal Akerman. Oui, Chantal Akerman qui avait avant fait Jeanne Dielman, son film, voilà, qui est ressorti, on va dire, pas d'un trou noir, mais presque, il y a quelques années à peine, puisqu'il a été élu comme l'un des meilleurs films de tous les temps et qui est disponible, Jeanne Nilman, mais aussi les rendez-vous d'Anna, sur Arte pour encore quelques jours, quelques semaines au moment où cette vidéo est publiée. Donc, allez voir les films de Chantal Akerman sur la plateforme Arte, que ce soit sur YouTube ou sur leur site, d'ailleurs, vous avez le choix. Et les rendez-vous d'Anna, qui est considéré parfois comme son deuxième meilleur film. Bon, après, je sais qu'elle a fait une comédie musicale après, que je n'ai pas encore vue, etc. Mais là, forcément, 3 ans après Jeanne Dielman, on est dans une sorte de film réaliste sans l'être et très posé qui va sonder la psychologie, et c'est difficile ici, de son personnage principal, Anna, interprétée par Aurore Clément, qui est une grande actrice française dont on parle que peu. Par exemple, elle a même joué dans Apocalypse Now, dans des scènes coupées, voilà, je dis ça au hasard. Et à ses côtés, nous retrouvons, alors, pêle-mêle, des acteurs allemands, notamment Helmut Grimm, qu'elle rencontre au début, là, c'est l'instituteur, qui a eu une jeunesse très difficile, puisqu'il a grandi sous un régime, voilà, avec le moustachu, là, tout ça, et je pense que le film en joue indirectement. Il y a un autre Allemand, Hans Zischler, qui a joué chez Wim Wenders, et il joue l'inconnu du train, dans une scène un peu Wendersienne aussi, pourquoi pas, mais on reconnaîtra également dans le rôle de la meilleure amie de sa mère, Magali Noël, qui a joué même, je ne sais pas si c'est chez Antonioni, enfin, elle a joué au cinéma italien notamment, et Léa Massari, également grande actrice, qui joue sa maman. Et vers la fin apparaît Jean-Pierre Cassel, le père de Vincent, et d'ailleurs, à certains moments, dans le phrasé, dans le visage, on reconnaît Vincent Cassel, c'est fou quand même, c'est vraiment le fils du père, qui joue un certain Daniel. On fera une zone spoiler à un moment, même si franchement, spoiler un tel film, honnêtement, bon, c'est juste voilà, pour respecter celles et ceux qui ne connaissent pas le film et qui veulent voir voilà, après et découvrir en nous écoutant au début. Film donc assez âpre, simple, sans bande son, avec beaucoup de plans fixes, mais pas que, qui raconte l'histoire d'une réalisatrice, Anna Silver, qui est clairement l'alter ego de Chantal Akerman, qui va présenter son métrage en Allemagne, et après, elle va ailleurs en Allemagne, elle va à Bruxelles, elle revient à Paris, elle va rencontrer des gens, des rencontres prévues et des rencontres imprévues. Et que dire de plus, si ce n'est que, évidemment, on voit que cette dame est très seule. C'est pas parce qu'elle est réalisatrice probablement connue qu'elle jouit d'une vie privée parfaitement heureuse. Ça se sent, c'est assez pesant. C'est un film qui se déguste sur 2 heures. Évidemment, j'allais dire contemplatif, c'est pas le mot, mais c'est lent. Prenez le temps et laissez-vous happer par ce genre de film. Et mon cher Hugo, toi, je sais que tu aimes beaucoup Chantal Akerman parce que je sais que tu as une connaissance qui t'a mis le pied dedans un petit peu. Et on la salue au passage d'ailleurs si elle nous écoute. Oui. Quel est ton rapport à Chantal Akerman globalement et évidemment par rapport à ce film dans la foulée? Chantal Akerman, je pense que comme beaucoup, je l'ai connue avec Jeanne Dielman, qui était son film le plus célèbre et le plus renommé. Mais je trouve que ça reste aussi une cinéaste assez obscure dont on ne parle finalement que trop peu. Il y a l'ombre de Jeanne Dielman qui plane effectivement sur tout le reste de sa filmographie. Peut-être que d'autres films aussi sont cachés par ce film-là. Et pourtant, c'est une véritable auteure dans le sens noble du terme, puisque c'est une cinéaste qui a véritablement ses motifs et ces motifs-là ne sont pas forcément partagés par d'autres. Elle a, je trouve, pas eu beaucoup d'autres enfants dans le cinéma contemporain. C'est vraiment quelqu'un qui a son style et qui a su le préserver, le garder pour elle-même. Et en cela, c'est quelqu'un, enfin une cinéaste que je trouve vraiment très pertinente dans son approche du cinéma parce que on est clairement sur de la réinvention aussi pour son époque. 1 an avant les rendez-vous de Nana, on avait Star Wars aux États-Unis, on avait d'autres
d'autres films en France, mais qui étaient d'un tout autre registre. Et puis c'est aussi une cinéaste qui marque aussi son pays, puisque la Belgique n'a pas eu énormément de grands ou de grandes réalisatrices ou réalisateurs. Et Jeanne Dielman, c'est peut-être aujourd'hui le nom belge que l'on retient le plus. Donc pour cela, je trouve que c'est quelqu'un qui a eu un impact. Et du coup, je suis très content de pouvoir en parler pour donner un peu plus de visibilité à celle-ci, d'autant plus que récemment, et peut-être encore aujourd'hui, dans les salles de cinéma, il y a une rétrospective Chantal Akerman qui diffuse ses films en salle. Arte a également proposé, comme tu l'as dit au début, plusieurs films de sa filmographie. Et dernièrement, c'est un coffret intégral avec tous les Blu-ray et tous ses films qui est sorti. Donc voilà, il y a une grosse actualité autour de la cinéaste, et je trouve que c'est le bon moment d'en parler du coup. Ouais, et c'est vrai qu'influence invisible ou pas, de plus en plus d'auteurs se déclarent comme potentiel héritier de son cinéma. Hein. Récemment, dans Tar, par exemple, de Todd Field, il y a quand même des références. On voit même sur des ouvertures et tout. Todd Haynes aussi, ou Gus Van Sant. Alors, Gus Van Sant, ça se sent. Hein. Tu vois, un film comme Jerry, par exemple, même si c'est pas le même dispositif, il y a cette idée de d'étirer, dans, on va dire, l'errance de personnages ici principaux. Là, c'est une personnage principale. Et tu as raison de souligner cela, parce que c'est vrai que Jeanne Dielman, alors bon, avant, il y a quelques années, la remise en avant, je ne sais plus si c'était un sondage ou qu'il avait élu le meilleur film du monde. Hein. Il me semble que c'est carrément numéro un. Ouais, c'était Sight and Soul, la revue britannique, qui Voilà. l'avait mis numéro un devant Vertigo. C'est ça. Mais avant, peu de gens en parlaient, même de Jeanne Dielman, en fait. Hein. Chantal Akerman, elle a été un peu cette réalisatrice oubliée. Et là, on se rend compte à quel point, non seulement son travail a été important, tu parlais de Star Wars avant, ça peut paraître anodin, mais pas tant que ça. Tu as un peu là. Bon, parce que déjà, elle a vécu à New York, et son documentaire avant, News from Home, montre son passage à New York. Mais c'est surtout, et d'ailleurs, inspirée elle-même d'un cinéma très underground de New York. Je vais citer Jonas Mekas, par exemple, qui est très cher à l'ami d'Esgadis, il passe par là. Euh, et c'est comme si elle, avec son cinéma-là, et j'ai vu aussi son premier long, hein, Je tue, il, elle, qui est aussi disponible sur Arte, c'est comme si elle lançait une forme à la fois de... Alors, elle n'est pas du tout dans le circuit d'Hollywood, mais son nouveau cinéma, elle, pas le nouvel Hollywood, mais un nouveau cinéma d'auteur, presque une sorte de nouvelle vague. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Très différente, hein, mais un nouveau souffle, encore, là, dans les années début 70, là on est à la fin des années 70, comme si elle relançait quelque chose déjà de nouveau et une libération. C'est quand même une femme qui fait du cinéma. À l'époque, c'était très rare dans le domaine francophone, à part Agnès Varda et quelques exceptions. Et elle ose des trucs. Et déjà, dès son premier long métrage, non seulement elle ose montrer des choses. Là aussi, dans Les Rendez-vous d'Anna, son personnage principal se met à nu, au sens propre comme au sens figuré. Ça reste d'ailleurs très esthétique et tout. Il y a une forme de poésie, de tristesse dans ces moments de mise à nu. Et on le sent à travers son cinéma, et ce film-là encore plus peut-être, c'est une autrice qui s'engage personnellement et intimement dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire que c'est un film quasi autobiographique aussi. Et on peut Comme parler beaucoup de ses films, ouais. comme beaucoup de ses films. Et là, le rapport à la mer est évident, par exemple. Toi qui d'ailleurs, juste avant cette vidéo, a vu News from Home, où elle lit des lettres de sa mère qui s'inquiète et tout, très inquiète. On sent d'ailleurs la mère un peu, pas étouffante, mais bon, il y a cette idée-là quand même. Une mère qui l'aime, mais qui aime tellement sa fille qu'elle est tout là. Et là, tu as cette idée dans le film Les Rendez-vous d'Anna, où tu as le personnage donc d'Anna, Aurore Clément, qui a fui visiblement sa mère. Hein. Enfin, elles ne se sont pas revues depuis 3 ans, je crois. Et là, il y a un retour vers la mer. On en parlera un peu plus en détail dans la zone spoiler, mais il y a aussi cette idée de l'absence de la mer, mais une absence qui est totalement omniprésente. C'est peut-être ça aussi le cinéma de Chantal Akerman. Tu as l'impression qu'il y a une absence ici d'intimité, de vie privée, mais qui étouffe. C'est une absence qui étouffe. D'où l'errance et tout. Après, on va parler du dispositif cinématographique qui, dès le premier plan, hein, est assez évident. Ouais, je trouve qu'il y a effectivement une absence de la mer qui se ressent dans beaucoup de ces films, mais aussi un goût pour la solitude, et les deux sont pour moi parfaitement liés. Je tue elle, son premier film, c'était aussi l'histoire d'une jeune femme complètement seule dans son appartement qui écrivait, qui rédigeait des lettres, je ne sais plus à qui, mais on n'aura pas la réponse à ces lettres, on aura juste les écrits d'Ackerman. News from Home, c'est l'inverse, on va avoir les lettres qu'elle reçoit, pas celles qu'elle envoie. Du coup, il y a jamais de véritable dialogue qui s'instaure au sein de ces films.
Euh, et dans les rendez-vous d'Anna, ça se concrétise aussi par la scène finale. Je pense qu'on peut déjà y aller sans trop la spoiler, mais c'est justement, cette fois-ci, ce n'est plus le dispositif des lettres, mais du téléphone et du répondeur qui exprime cette idée, un peu l'idée du remis, de se dire que voilà, il n'y a pas de dialogue qui s'instaure, mais il y a toujours une tentative qui se crée de la part d'autrui envers Chantal Akerman, qui, elle, ne répond pas. Je dis Chantal Akerman parce que le personnage de Rendez-vous d'Anna, donc Anna, est un peu son avatar quand même. On parlait de l'aspect autobiographique au début. Ça se ressent vraiment beaucoup quand on a vu le reste de sa filmographie. Donc il y a effectivement ce rapport à la mère là, qui n'est pas un rapport compliqué dans le sens où il serait conflictuel, mais qui a un sens un peu aussi peut-être de la lassitude, euh, qui se ressent d'ailleurs des deux côtés quand on entend les lettres dans News from Home. On se rend compte que finalement le discours de la mère est toujours le même, il est banal, il est lascif, c'est toujours les mêmes choses qu'elles se répètent entre elles, c'est j'espère que tu vas bien ma fille, que t'es pas trop bien, que tu es bien à New York, etc. Et c'est finalement une sorte de redondance qui parcourt les lettres et qui parcourt aussi de fait toute la filmographie d'Ackerman. Et les rendez-vous d'Anna concrétisent en un certain sens tout ça, tout ce manque de dialogue, en justement en étant le film qui renoue avec ce dialogue qui était perdu dans son film d'avant, News from Home, avec justement cette retrouvaille avec sa maman. euh, et qui aussi est à nouveau une perte, puisque c'est une cinéaste en perpétuelle errance, comme son personnage, donc c'est se retrouver pour mieux se quitter aussi. Donc ça dit plein de choses finalement sur Ackerman, et je trouve que les motifs qu'elle emploie, que ce soit la lettre, le répondeur du téléphone ou quoi, sont vraiment des éléments de cinéma très minimalistes et très bruts, mais qui pour le coup fonctionnent et sont vraiment esthétiquement des objets qui permettent d'exprimer cette idée. Et c'est ce genre de tout petits détails qu'on pourrait presque penser documentaire, voire réaliste, qui façonne la filmographie d'Ackerman, quoi. Ce qui est extraordinaire aussi dans les rendez-vous d'Anna, c'est que c'est un personnage qui ne fait que passer et qui part. Voilà, là, et elle part tout le temps, à un moment, elle part. Et on a le contrepoint absolu de Jeanne Dielman, et je pense que c'est volontaire. Elle a voulu ici faire un faux film d'émancipation, enfin une femme qui est libre, qui est réalisatrice, donc le contraire de la mère au foyer, Jeanne Dielman, qui a donc son indépendance, qui fait ce qu'elle veut, parce que sur le papier, techniquement, elle fait ce qu'elle veut. Elle va là, elle rencontre, elle parle, elle s'en va, elle décide, mais qui a quand même une grande tristesse aussi, là où Jeanne Dielman, donc cloisonnée, et qui ne partait jamais, elle, justement. Elle restait jusqu'au bout, jusqu'à ce final terrible où, après avoir commis ce qu'elle a commis, elle fait face à ces enseignes-là. Bref, Jeanne Dielman, voyez-le, parce que c'est quand même un film, on ne ressort pas indemne d'un tel film, en plus qu'il dure 3 heures et que ça pousse exprès sur la longueur pour montrer justement la pénibilité d'un quotidien banal, qui n'est pas si banal que ça. Et Anna, c'est l'inverse. Et pourtant, alors moi, j'adore le début du film, parce que Chantal Akerman, conscience qu'elle a fait Jeanne Dielman avant, probablement, nous fait une sorte de ce plan fixe, mais en extérieur. C'est un faux extérieur, c'est le quai d'une gare. Le quai d'une gare, c'est un lieu de passage aussi, où les gens ne font que passer. Et je ne sais pas si tu as été marqué dès ce début du film, où il y a ce plan fixe, voilà. Des gens sortent du train, un troupeau, hein, limite, voilà, c'est des moutons en même temps. Personne ne sort d'un train comme ça, tous en même temps agglutinés, vraiment. J'ai l'impression que c'est un groupe ensemble. Il y a Anna dedans, et non, elle descend pas. Elle s'arrête et elle va être toute seule. Elle va parler au téléphone dans une cabine et elle va choisir son chemin seule. C'est-à-dire que déjà, on voit un personnage qui se sort d'une masse. Et après, techniquement, elle sera toujours seule. Même si elle rencontre des gens, elle sera toujours seule. Et je pense que dès cette première scène, qui est très forte, hein, en plus, le soin du cadre, hein, chez Ackerman tout le temps, elle a placé sa caméra là, face aux escaliers. Nous, on voit que les escaliers, les gens qui y descendent, mais en fait, le focus, il est sur la cabine téléphonique derrière. Hein. C'est passionnant. Et on voit l'indépendance de cette femme. Mais avec cette indépendance, la solitude. Chantal Akerman fixe la solitude. Je ne sais pas si ce premier plan, parce que c'est vrai que comment commencer un film, c'est toujours un débat, ça. C'est toujours intéressant de voir. Vous voyez un film, après, à la fin, vous revoyez le début et la fin, par exemple. Ça en dit long souvent. Et je me demande si d'ailleurs Chantal Akerman n'a pas commencé comme ça, en pensant le début, en pensant la fin. Et après, il y a le parcours. Et je ne sais pas si cette scène d'introduction t'a marqué aussi à ce niveau-là.
Non, mais tu l'as dit, c'est un personnage qui part de son côté, et tu l'as aussi fait remarquer. Ce qui est intéressant, c'est que le focus est fait sur une cabine téléphonique, soit le lieu de dialogue. C'est-à-dire qu'on va tout de suite, en un seul plan, nous dire que voilà, elle va de son côté, quand bien même on l'appelle, et quand bien même il y a un appel du dialogue qui se crée. Et c'est tout le motif, et c'est toute la façon de faire du film qui se rejoint là, dans cette gare. Et la gare aussi est importante puisque le film est parcouru de trains, comme la caméra et son personnage va parcourir les trains. Parfois même, ça aura une résonance avec une certaine période de l'histoire, tu en parlais Bien aussi sûr. au début. Ça, c'est assez inévitable, surtout dans les années 70 où on est quand même euh, peu de temps après la Shoah, mine de rien. L'Allemagne commence à se reconstruire, on commence à penser les plaies. Quelques années avant, on avait les événements de Munich qui ont marqué, qui ont ravivé aussi le souvenir de la Shoah, malheureusement. Donc c'est aussi toute cette période historique que le film reparcourt, sans être forcément le sujet. Mais c'est du coup, de fait, une femme indépendante et libre dans une époque qui ne le permet pas. Un peu, encore une fois, métaphore d'Ackerman dans le circuit cinématographique francophone. Et je trouve justement que tout ce motif du train, c'est un peu le prolongement de l'errance de chacun de ces personnages qui suivront dans toute une nuit après, 10 ans plus tard, ou dans plein d'autres, dans quasiment tous les films d'Ackerman, si ce n'est Jeanne Dielman, justement. Et, euh, et justement, voilà, je trouve que c'est un cinéma qui est faussement réaliste, faussement documentaire, parce que tout est pensé, tout est dans le détail. Euh, et c'est dans ces choses-là que Ackerman, finalement, parvient finalement à faire quasiment toujours le même film, mais de manière totalement différente. Il n'y a pas grand-chose qui distingue Je tue elle dans les thématiques de Jeanne Dielman, et pourtant, ce sont quand même des films totalement différents, totalement opposés, rien que sur un point de vue esthétique. Euh, Quoique, il y a des similitudes quand même, on pourra en reparler, mais voilà, c'est tout ça qui est passionnant. Et tu parlais des dialogues. Alors c'est marrant, ce premier dialogue, donc qui n'en est pas un, enfin au téléphone, on l'entend pas. Il y a l'intimité, c'est au fond. Ça fera un écho, on y reviendra après, sur quand elle se retrouve avec sa mère. On n'entend pas ce qu'elles se disent à un moment. Enfin, il y a un premier dialogue où on n'entend pas. Ça, il faudra revenir là-dessus parce que le film joue sur certains intimes, où la caméra est loin, et à certains moments où il y a un dialogue. Ben, il n'y a pas vraiment de dialogue, parce qu'on peut parler de ça. La plupart des moments où elle parle avec d'autres personnes, notamment cet instituteur allemand au début, qui a organisé voilà, la séance, la projection avec la réalisatrice et tout. Mais qu'est-ce qu'il parle? Il parle, et Elle Anna, écoute. elle écoute, elle répond pas. Et plus tard, à un moment, il y a l'inconnu du train aussi qui lui dit des trucs, qui rêve de la France, hein, le pays de la liberté, soi-disant, et elle dit, on dit ça. C'est une sorte de... Oui, c'est la grande idée du cinéma d'Ackerman. Encore une fois, on en parlait au début avec cette cabine téléphonique, et à la fin aussi avec le manque de dialogue. C'est justement des dialogues qui ne se créent pas. C'est elle qui écoute, ce n'est pas elle qui parle. Et c'est un peu un prolongement aussi de News from Home, dans le sens où News from Home, quand elle lit ses lettres, eh bien c'est le bruit de la ville, c'est le bruit de New York qui va littéralement lui couper la parole. Et donc on n'entend pas forcément aussi ce qui se dit. Et c'est en ça le grand motif, je pense, d'Ackerman, c'est de ne pas donner finalement la parole aux deux parties. Et en un sens, c'est aussi pour ça qu'il y a une certaine idée du plan fixe aussi qui rebondit chez Ackerman, puisqu'on a les chants et on n'a pas souvent les contre-chants, parce que il y a justement pas cette idée du dialogue là. On y reviendra d'ailleurs sur la zone spoiler, entre guillemets, arrivera bientôt, mais sur cette idée du chant contre chant, il y en a un moment, il y en a un très fort. Hein. Il y a des petits détails dans le film qui changent tout. Hein. Mais pour en revenir à cette idée de dialogue qui ne se font pas, parfois il y a une tentative et tout, puis on en sort, comme tu le dis dans News from Home, à un moment c'est étouffé. C'est comme si elle voulait, donc consciemment ou inconsciemment, il y a peut-être de la psychanalyse derrière, hein, mettre sa vie en scène, mais à un moment, c'est comme si, par son procédé, elle regrettait presque de mettre trop d'intime et du coup, elle prend de la distance avec ses personnages ou avec, là, comme le son de New York qui étouffe. Peut-être qu'elle se dit, ah, peut-être que je me livre trop ou inconsciemment, machin, ou pour montrer justement que dans son intimité, là, elle a envie d'en parler, mais pas trop quand même, parce que c'est quelque chose de douloureux pour elle. Et je voulais en arriver d'ailleurs sur un point, la mère. La mère de Chantal Akerman, qui peut être d'ailleurs la mère dans le film, hein, je vais parler à Massari, à peu de choses près,
c'est quasi la même chose. Tu parlais d'un truc très important, là, il y a quelques instants. Bon, la référence au train, l'Allemagne, vous voyez l'idée. Mais c'est très important, c'était très important pour Chantal Akerman, puisque sa mère a été la seule survivante de la Shoah. Ses grands-parents et tout, ils sont restés malheureusement. Et la mère, elle a porté ce poids toute sa vie. Chantal Akerman le disait d'ailleurs, je crois, dans une interview, que sa mère n'en parlait jamais. Mais avec le poids de ça, sa fille le sentait. C'est peut-être d'ailleurs aussi l'une des douleurs de Chantal Akerman, qui était hyper attachée à sa mère. Il faut savoir que Chantal Akerman a mis fin à ses jours après le décès de sa mère. Ça a été... L'absence de la mère a été insupportable pour elle. C'est quand même d'une violence absolue. Et qu'elle a peut-être souffert du fait que sa mère n'a jamais pu lui en parler, elle n'a jamais pu avoir ce dialogue avec sa fille sur ce qu'elle a vécu. Parce que peut-être qu'elle voulait épargner sa fille, tout simplement, et on comprend pourquoi. Et que visiblement, sa mère ne s'est jamais vraiment confiée là-dessus. Et tu as l'impression que là, à travers ces films, elle essaye de nouer un dialogue avec ce que sa mère a vécu, avec l'histoire, la grande histoire, dans des petites histoires, Jeanne Dielman, ici Anna, mais qui en disent long sans forcément être frontales. Et c'est pas pour rien, il y a cet instituteur allemand qui raconte l'histoire de l'Allemagne à un moment. Mais clairement, il le dit. Et en plus, prendre un acteur très blond qui a été, malgré lui, le pauvre, dans les jeunesses hitlériennes plus ou moins et tout, qui doit lui avoir ce poids-là, je crois que même d'ailleurs il est tombé dans la délinquance après, enfin il en a subi, et qui fait ce discours sans prendre parti. Hein. À un moment, j'étais là, on me dit, il parle, ma femme est partie avec un Turc, j'étais là, non, il n'y a pas de commentaire. Non mais tu vois un peu, on est à deux doigts. Mais il parle juste de l'Allemagne qui s'est reconstruite après. Une Allemagne d'ailleurs là, au passage, qui subit moins cette crise économique qui est mentionnée dans le film, qui est terrible en Belgique par exemple. Il y a tout un discours politique dans ce film. Mais c'est de la politique dans, on va dire, la résultante intime des personnages qui subissent certaines conséquences. Oui, bah c'est tout un film qui se construit sur un pan de l'histoire, comme le sera finalement, tu parlais de la nouvelle vague tout à l'heure, c'est la nouvelle vague française, comme le néoréalisme italien, comme toute la modernité, se construit sur les restes de la Seconde Guerre mondiale. Quelque part, c'est aussi un film qui rejoint dans l'idée aussi Allemagne année zéro, dans le sens où on est, alors pas dans l'immédiate reconstruction de l'Allemagne, comme c'était le cas avant, mais on est dans les restes, et on marche encore sur les restes fumants de cette guerre mondiale et de ce pays qui aura fait vivre et qui aura aussi vécu les pires horreurs de l'humanité. Donc c'est quelque chose de très, très violent aussi comme approche, malgré tout, malgré que le cinéma d'Ackerman ne soit pas spécifiquement violent, quoique sur certains points. Euh, mais du coup, il y a toute cette construction-là, tout ce rapport historique et politique qui se fait, et qui est, je pense, assez exclusif quand même au rendez-vous d'Anna, parce que les résultantes économiques, on les a peut-être dans Jeanne Dielman, et on a d'autres, comment dire, réflexion politique dans Je tue elle sur la place de la femme justement, sur les luttes féministes des années 60, 70 qui résonnent. Mais c'est quelque chose que le cinéma d'Ackerman n'avait jamais assez traité frontalement, je dirais, cette question du politique. Et les rendez-vous d'Anna touchent un peu plus ça. Et c'est quelque chose d'assez pertinent dans son approche justement de bah, concrètement donner la parole à ceux qui l'ont vécu pour un film qui manque de dialogue, enfin, qui manque de dialogue dans le sens où c'est volontaire, Ouais. c'est très fort comme geste. Et puis, ça va avec le dispositif cinématographique de notamment se concentrer sur des travelling. Alors, des faux travelling. Bon, il y a des vrais travelling où on suit les personnages. C'est intéressant parce que, comme on sort ici du huis clos de Jeanne Dielman, oui, on les suit, mais on les suit de loin, on les suit, c'est lent. Par exemple, il y a cette scène au début avec l'instituteur où ils se suivent et ils se parlent pas. Ils sont même pas côte à côte. Enfin, il y a un truc bizarre. Quand ils vont se parler à un moment, il y a le maître d'hôtel derrière qui est plongé. On a l'impression que c'est le robot dans Shining. Le fantôme dans Shining. Le robot, c'est dans un autre truc. Mais tu as cette idée-là, là où on sort du réalisme. Il y a des scènes où les dialogues, enfin les échanges sont, où les non-échanges sont pas vraiment réalistes. Enfin, oui et non. Mais il y a ces moments aussi où la caméra regarde le train, les paysages. On a tous fait ça quand on prend le train. Des fois, on regarde et on filme avec nos yeux. Enfin, j'adore ça. Hein. J'adore quand les films le font. Et on voit, et qu'est-ce qu'elle montre? L'industrie allemande. Hein. C'est-à-dire que c'est un pays qui s'est reconstruit, hyper industriel,
Et il y a cet écho quand elle va ouvrir les fenêtres de son premier hôtel. Là, en face, il y a le train et les industries au fond. Elle ouvre pour aérer, mais elle referme vite parce qu'en fait, ça l'oppresse. Hein. C'est un peu, elle entend les trains, c'est peut-être le souvenir aussi de sa mère. Enfin, il y a tout un truc là-dessus. On peut jouer dans la psychanalyse ou dans le Ça fait subconscient. penser à la zone d'intérêt quand on parle comme ça, et pourtant ça Mais n'a rien le à pire, voir. c'est que, mais le pire, c'est que c'est pas du tout la même chose. Mais est-ce que Jonathan Glazer, dans la zone d'intérêt, n'a pas, s'il a vu des films de Chantal Akerman, n'y a pas indirectement, inconsciemment, souvent pensé? Je ne sais pas. Parce Bah, que, la question, pour le coup, peut se poser, hein, sur la question des plans fixes et ouais, de cette idée d'errance au cœur de l'histoire. Oui, il y a peut-être ça. Hein. faut en avoir, parce que c'est vrai, j'ai cité Todd Haynes, Todd Field ou Gus Van Sant, mais peut-être Glazer lui-même, parce que c'est vrai que son cinéma en soi peut faire penser à certains trucs, même si c'est quand même différent aussi. Et donc voilà, c'est un témoignage. Il n'y a pas vraiment de commentaires, si ce n'est les commentaires historiques du monsieur allemand. Et l'autre allemand dans le train qui veut lui sortir de l'Allemagne et qui parle un super bien français. Donc on sent que lui, son pays, il veut peut-être en partir à terme. C'est assez amusant ça. Et oui, et puis la réplique toujours la même hein, d'Anna, on le dit. Voilà, t'as l'impression qu'en fait elle ne veut pas parler aux gens, mais en fait c'est pas qu'elle. Je pense que c'est surtout qu'elle aime écouter aussi. Ben, c'est une réalisatrice, donc elle observe, elle écoute. Toujours ça aussi, c'est ça qui est intéressant. Mais peut-être qu'elle ne sait pas trop quoi dire derrière. Bon, on va rentrer dans une zone spoiler. Enfin, spoiler ou pas, franchement. C'est juste pour arriver sur les dernières scènes. Et puis, on parlait du répondeur tout à l'heure, mais il y a toute cette idée. Bon, déjà, la meilleure amie de la mère, alors ça, c'est étonnant parce que tu regardes le film, tu as l'impression qu'elles ont rendez-vous ensemble, normalement, à Cologne, techniquement, mais tu as l'impression que c'est presque une rencontre fortuite dans les escaliers, là. Je ne sais pas si ce que tu as senti sur ce moment-là, mais tu dis, tiens, c'est à la fois fortuit et prévu. C'est particulier, ça. Et cette scène-là, le dialogue et tout, pour moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est cette meilleure amie là, de la mère, elle parle de la vie qu'Anna aurait pu avoir, mais qu'elle n'a pas voulu avoir. Avec le fils. Ouais, bah, cette rencontre fortuite, entre guillemets, elle est aussi intéressante parce qu'elle témoigne finalement d'une gêne, c'est-à-dire qu'elle se rencontre un peu de manière fortuite, et quand on rencontre quelqu'un qu'on attendait vraiment de manière importante, la rencontrer comme ça, bah tout de suite, ça empêche le dialogue aussi quelque part, de dire qu'est-ce que je dis là maintenant, dans l'instant, comment qu'on communique et tout. Et donc ça crée cette forme de gêne, encore une fois, je pense que c'est l'idée prédominante de ce film, mais c'est les non-dialogues, c'est aussi quelque part les non-dits, et c'est quelque chose de vraiment assez marquant aussi avec cette séquence-là, bien que j'ai plus trop la séquence en tête, je dois l'avouer, mais ça se fera aussi plus tard avec la mère, de se dire que finalement les deux euh, pourraient s'être tout à fait rencontrés par pur hasard et se requitter aussi facilement finalement. Mm. C'est toute cette idée. Et ça montre aussi que rien n'est fixe dans ce film. Euh, la preuve, Anna est un personnage qui, comme je l'ai dit, prenait le train tout le temps et qui n'habite jamais dans le même hôtel. Elle change Oui. d'hôtel toutes les nuits, elle est jamais, même elle n'est jamais avec les mêmes hommes. Rien n'est Ouais. fixe dans sa vie. Et ça montre aussi un peu cette idée-là de se dire qu'on peut se croiser et puis qu'on peut se requitter tout de suite après. Quand bien même elle fait des rencontres fortes, des rencontres aussi plus intimes, justement, ce prof allemand qui raconte l'histoire de la guerre, elle arrive jusqu'à chez lui, ce qui n'est pas rien Oui. quand même dans une rencontre, et Et va c'est génial, quand quoi. même le quitter assez rapidement derrière. Donc il y a toute cette idée de rien n'est fixe, tout est mouvant, quand bien même dans un film qui, lui, ne l'est pas. Et je trouve ça très pertinent aussi, c'est très beau comme geste. Et d'ailleurs, c'est presque le moment le plus drôle du film avec ce prof allemand. Déjà, là, cette discussion avec le maître d'hôtel derrière, je dis, limite, il a un petit sourire, le maître d'hôtel. Moi, ça me bute ce passage. Et puis après, oh, bah, venez demain à l'anniversaire de ma fille. Ok, bon, non, mais on voit en fait, c'est un gars sa femme est partie, il rêverait de reconstruire sa vie avec cette femme qu'il vient de rencontrer comme ça. D'ailleurs, il y a ce dialogue assez très fort là, au moment où ils commencent à coucher ensemble, puis elle s'arrête, elle s'interrompt, où elle dit mais on ne s'aime pas, elle dit. Et lui il dit mais j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Voilà, tout est là. D'ailleurs, après, tu as une scène étrange. Je parlais de Shining tout à l'heure. Ça n'a rien à voir. Mais une scène avec les couloirs de l'hôtel. Mais
T'as le couloir de l'hôtel avec les chaussures, là, elle va commencer à picorer dans plein de lentilles d'un gars. Il y a des trucs qui. Tu te demandes pourquoi, en fait. T'as presque c'est pas du surréalisme, mais un truc qui sort complètement du réalisme, là. Que ce soit dans les propositions du monsieur, parce qu'il se fait un fantasme absolu, tiens, ça va être ma nouvelle femme. Et elle dit non. Enfin, en fait, dans l'idée, c'est ça. Hein. Et après, tu as ces idées, ce plan là sur ce couloir avec les chaussures. Tu vois, moi, je trouve ça Bah, très, 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 très marquant. Hein. En plus, c'est pas sorti la même année que Shining, 78, on n'est pas loin. Hein. Mais bon, on n'est et, pas très loin. et étant donné aussi que que justement c'est un personnage qui ne parle pas et qui écoute tout de suite chez ses interlocuteurs, ça donne une forme euh, d'attention et ils se sentent écoutés et du coup forcément ça se livre et c'est en ça qu'arrive l'intime et peut-être aussi qu'il y a une forme de projection, tu parlais de fantasme chez lui, dans le sens où Mm. justement elle l'écoute, elle est attentionnée et elle ne dit rien. Donc c'est entre guillemets la manière parfaite pour projeter une image idéale sur elle. Une image qu'elle va briser justement en partant, ce qu'il n'avait pas forcément prévu, et lui qui l'a pensé justement fixe et désormais nouvellement casé, euh, elle ne le sera jamais finalement. Dans toute sa filmographie, tous Ouais. ces personnages qui sont un peu autobiographiques, notamment dans Je tue elle, ce sont des rencontres très fortuites qui sont toutes vouées à disparaître. Je tue elle, on pense au personnage de Neil Astrup qu'elle rencontre, ce camionneur. C'est Non. une scène très particulière aussi, mais et c'est justement aussi des rencontres qu'elle fait et qu'elle défait, souvent en rapport avec la sexualité aussi. Et là, ça montre pour le coup une vraie image d'émancipation féminine. Pour l'époque, je pense pas que beaucoup de cinéastes femmes, déjà qu'il en existe très peu, auraient osé. Euh, C'est-à-dire que quand ces rencontres amènent, c'est souvent pour avoir une relation sexuelle et pour repartir derrière. C'est la forme de liberté la plus pure aussi peut-être pour elle. D'ailleurs, cette fausse liberté-là, parce que liberté ou pas, après, c'est que entre les 2 jours où l'instituteur voilà, l'invite, on va la voir mise à nu, elle se met à nu, de nuit dans la pénombre, dans l'hôtel, face à cette même fenêtre, d'ailleurs, qu'elle a refermée la veille. Il y a tout un truc où elle se pose la question, qui est-elle? C'est comme si elle était le fantôme de sa propre existence, aussi, d'une certaine façon. Mais après, donc, non, pour revenir vite fait à la meilleure amie de la mère, alors cette histoire, c'est un peu triste, mais elle a un fils et apparemment le fils et Anna ont été très proches. Et elle dit, mais tu sais, mon fils, il t'attend. Il t'attend si jamais tu changes d'avis, vous feriez un beau couple et tout. C'est très étrange parce que encore un personnage qui projette une sorte de fantasme autre en voyant le fils qui pourrait être avec Anna. Et Anna, en fait, tu as l'impression que pendant tout le film, elle est juste un objet qui, elle, s'émancipe en tant que femme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, L'objet et d'un puis peut-être fantasme en tant que réalisatrice aussi, parce que voilà, c'est un personnage public et tout, et pour d'autres personnes autour qui essayent de d'écrire sa vie, quoi. et il y a peut-être aussi une raison à ça, c'est que Chantal Akerman est lesbienne aussi. Et On va en c'est parler. important de le souligner, c'est que les personnages qui l'entourent essayent de la caser avec des hommes, et même que parfois elle accepte aussi certaines relations avec ces hommes. Pour autant, c'est les femmes qu'elle aime, et c'est dit dès son premier Oui, film où la seule relation fixe, durable, bah, c'est avec une femme, qu'elle retrouve aussi justement, qu'elle avait perdu, qu'elle tentait d'ouvrir aussi à nouveau ce dialogue, qui ne parvenait pas, et qui à la fin de Je tue elle, justement, revient et se reconstruit. ah oui, clairement. Et alors le retrouver avec la mère, donc c'est ce moment d'un chant contre chant étrange. Pour la première fois, bon, voilà, retrouvailles. Et là, on a Chantal Akerman qui filme vraiment le visage avec un sourire de Anna. Et on a enfin un point de vue, on a enfin quelqu'un qui est profondément humain et contente de voir quelqu'un. Il y a ce truc-là, et chant contre chant, et on voit la mer au loin, et la caméra laisse la fille aller vers la mer. C'est là où les premiers mots qu'elle s'échange, on ne les entend pas. Moi, je trouve que c'est peut-être la scène la plus belle du film. C'est-à-dire qu'il y a le rayonnement, enfin je retrouve ma mère. Alors pourtant, c'était visiblement le choix d'Anna de prendre un petit peu de distance. Et ces retrouvailles, elles se font, allez, ça dure 10 secondes, hein, 20 secondes, je sais pas. On les voit parler ensemble, et là, la caméra se tient au loin. Là, c'est Chantal Akerman qui retrouve sa mère. Et ça, c'est pas un hors-champ, c'est pas du hors-champ, mais c'est du champ lointain. C'est encore plus fort, c'est-à-dire qu'on le voit, mais on ne sait pas ce qui se passe. Moi, je trouve ça très beau. Après, il y a des dialogues et tout. Et ce moment-là, je sais pas si tu as été marqué par ce moment-là. Parce que
techniquement, quand on voit la scène, on dirait qu'il ne se passe pas grand-chose, mais il y a une écriture cinématographique là-dessus qui est assez brillante. Hein. Ouais, non, je me souviens très bien de ce sourire parce que c'est peut-être l'événement marquant de cette fin de métrage. C'est que justement, ce sourire permet de se rendre compte qu'il n'était pas là avant. Et que c'est un personnage qu'on a suivi, un personnage très froid. Et encore une fois, c'est quelque chose qui se prolonge sur toute la filmographie d'Ackerman, c'est-à-dire un personnage qui souvent, non seulement ne parle pas, mais ne sourit pas. Et ne semble pas forcément aimer les choses qui l'entourent. Quoique dans Jeanne Dielman, on a une accroche très très forte au quotidien, quand bien même son personnage ne sourit pas. Mais justement, là, c'est un peu une ouverture, peut-être aussi une forme d'espoir pour elle, dans un sens autobiographique, dans le sens où elle espère peut-être aussi se sourire dans la vraie vie. Euh, je sais pas comment se sont faites ces retrouvailles avec sa mère, si même elles se sont faites à cette période ou si c'était déjà antérieur, mais on sent il y a deux époques qui dialoguent à travers ce sourire. Mm. Et puis, ce qui est après très étonnant, c'est que la relation entre la mère et la fille, alors, on le sent, elle a eu Anna très jeune, ça se sent un peu, enfin, assez jeune en tout cas. Et t'as un peu l'impression que c'est une grande sœur et une petite sœur qui se parlent. D'ailleurs, dans un sens où elles vont finir dans un hôtel, dans la même chambre, elles vont dormir à côté, tout ça. Anna n'a pas peur, j'ai envie de dire, enfin peur entre guillemets, de se déshabiller devant sa mère, ça apparaît anodin comme ça, mais c'est pas évident. Qui va facilement se dénuder devant un de ses parents. Vous voyez, ça c'est intéressant, c'est juste un détail comme ça. Et alors là, au lit ensemble, elle va dire, Anna, elle va révéler sans révéler qu'elle a eu une expérience homosexuelle. Et là, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on sent que cette femme-là qu'elle a rencontrée et tout, c'est peut-être celle-là qu'elle aime. Et elle le dit à sa mère, elle le confie ça comme ça tranquillement. Moi, j'ai trouvé ça très beau aussi, cette idée de confiance absolue. C'est pour ça que tu as l'impression que ce sont deux sœurs qui parlent ensemble à ce moment-là. Ouais, bah, justement, ça rejoint un peu aussi l'idée que le cinéma ackermannien est très enclavé dans la politique des auteurs parce que euh, on peut difficilement parler des rendez-vous d'Anna sans parler de Jeanne Dielman, sans parler de Je tue Liel. On est un peu obligé de passer par toute sa filmographie pour essayer d'en comprendre les thématiques d'un seul film. Euh, et c'est aussi pour ça que je pense que les cahiers du cinéma sont assez intéressés par cette cinéaste-là. Et pour autant, il y a effectivement quelque chose de, j'ai envie de dire, novateur, parce que quand bien même c'est un film des années 70, parce que justement, cette forme de dialogue entre un enfant et son parent, c'est quelque chose que le cinéma a beaucoup questionné, jamais de cette manière. Et il y a une forme de fragilité aussi, toujours dans les personnages ackermanniens, et c'est ce genre de scène aussi qui le révèle. Les personnages ackermanniens, d'ailleurs, sont souvent des femmes qui se mettent à nu, et tu le disais, tu le précisais, devant une vitre. Je tue d'elle, c'est ça. C'est finalement se montrer aux autres, se mettre dans une fenêtre, c'est finalement bah, se montrer aux autres, se mettre dans un cadre, comme un cadre de cinéma ou de télévision. Et c'est finalement ce que fera bah, son personnage dans Je tue L'aile, ce qu'il fera dans Les Rendez-vous d'Anna, ce qui, il me semble, je l'ai pas vu, mais au vu de son affiche, sera aussi le cas dans La Captive. C'est plein d'idées comme ça qui reviennent tout au long de la filmographie d'Ackerman. Et c'est pourtant des idées qu'elle recycle et qu'elle refaçonne à chaque fois. Et, et ça donne jamais le même film. Et c'est en ça que son cinéma est passionnant du point de vue de la politique des auteurs, parce que effectivement, les thématiques sont toujours les mêmes, mais c'est jamais les mêmes films, contrairement à d'autres cinéastes. Moi, je suis très amusé parce que récemment, là, c'est revenu sur l'actualité avec le livre de Geneviève Cellier, critiquer une certaine vision de politique des auteurs, notamment de la Nouvelle Vague. Je serais très intéressé d'avoir son avis. Elle en parle peut-être dans son livre, n'hésitez pas à dire dans le commentaire, j'ai pas lu le livre, mais de savoir son point de vue sur Chantal Akerman, qui presque un contre-exemple de ce qu'elle dit. Presque, peut-être, parce que Chantal Akerman, alors certes, elle a eu sa chef-op, que je crois qu'elle a rencontré à New York et tout, donc, mais elle n'est pas sur ce film. La chef-op n'est pas sur ce film. Elle a été avant, elle le sera après, je crois. Mais bon, est-ce que quand même, on peut pas se dire que Chantal Akerman, je pense pour moi, franchement, honnêtement, sur ce film, elle maîtrise à 100%, c'est son film. Pour moi, en tout cas, Oui. c'est son film. Enfin, après, on ne sait jamais comment un film se construit. On n'a pas les tenants et les aboutissants exactement. Mais bon, elle scénarise, elle monte. Non, elle fait pas le montage. C'est bon, voilà. Peut-être qu'au niveau du montage, il y a une aide intéressante. Et c'est une femme, hein, montage.
Donc ça aussi, c'est intéressant. Mais voilà, là, on a l'impression d'avoir le film 100% d'auteur. Jeanne Dielman aussi, c'est vraiment son film. Il met beaucoup d'elle. Tu vois, d'ailleurs, Jeanne Je Dielman, suis elle, c'est elle bien aussi, sûr. hein, jusqu'au point où justement, dans Je suis elle, c'est passionnant parce qu'il n'y a pas d'avatar, c'est elle-même qui En se met en plus, il scène. joue. Ouais. Même son premier court-métrage qu'elle avait proposé, c'était elle et tout. Et bon, après, ce sera peut-être différent à la suite de sa carrière. Je sais qu'elle a fait un film à New York et tout. Donc là, j'imagine qu'elle a dû avoir pas mal de restrictions. Elle fera une comédie musicale. Alors c'est marrant parce que dans le film, là, on a un moment de comédie musicale. On va y arriver d'ailleurs. Enfin, vite fait, hein. La dernière rencontre. Parce que c'est terrible, le film ne se termine pas sur ses retrouvailles avec la mère. Beaucoup d'autrices, d'auteurs auraient terminé le film là-dessus. Mais non, la fille part. Elle part encore. Elle ne peut que partir, en fait. Et elle retrouve alors son compagnon. C'est mortifère, hein, ces retrouvailles-là. Compagnon, on comprend qu'elle ne l'aime pas vraiment, mais d'ailleurs, il parle, il espère avoir des enfants, il essaye de caser ça dans la discussion au moment, décidément. On veut vraiment essayer de décider pour elle, mais elle en démord pas. Et, et ce qui est terrible, c'est qu'ils ne vont pas se retrouver chez elle ni chez lui, ils vont se retrouver à l'hôtel. Voilà. Encore une fois, ouais. Voilà, même là, alors que pourtant ils habitent tous les deux à Paris, visiblement, mais non, à l'hôtel, parce que lui, il supporte plus chez lui, elle a rien à manger, je crois qu'il y a un délire là-dessus. Ils se retrouvent à l'hôtel, et là, on croit qu'il va y avoir, donc, ils vont consommer, mais non, non, alors, c'est assez étonnant, parce que ce sont des retrouvailles douce amère, on sait pas trop, là. Pourtant, il y a de la poésie, il y a aussi un moment assez sexuel, il y a une tension sexuelle, mais il y a de la poésie où, par exemple, Aurore Clément, donc personnage d'Anna, chante du Edith Piaf a cappella. Voilà, Les Amants d'un jour, je crois. Et c'est là où je me suis dit, Aurore Clément aurait fait une bonne Edith Piaf dans Monsieur Aznavour, peut-être. Non, j'en sais rien. Voilà, mais bon, mon petit père, voilà, bon. Ça restera un moment. Oui, on a parlé de Monsieur Aznavour sur la 7e illusion. On se souviendra peut-être plus de la discussion en elle-même que du film, nous deux. Mais, non, mais plus sérieusement, ce moment, voilà, Les Amants d'un jour, le titre de la chanson dit tout. C'est-à-dire que de toute façon, elle ne fait que rencontrer des amants d'un jour. Voilà. Et alors, après, il se passe ce qui se passe. Il n'y a pas d'amour. Visiblement, il se sent pas bien. Elle va aller à la pharmacie chercher. C'est désastreux comme retrouvaille, quoi, disons-le. Quoi. Mais d'ailleurs, c'est annoncé dès le début. La première fois, on ne voit pas le visage du gars. On attend qu'ils soient à l'hôtel à un moment. Les retrouvailles, on les voit filmer de derrière sur la banquette d'une voiture. Voilà, quoi. Je ne sais pas ce que tu as pensé de cette retrouvaille-là, mais c'est assez sombre quand même. Enfin, c'est sombre, et pourtant c'est très éclairé dans les scènes de l'hôtel, avec cette télé là à côté, comme ça. C'est très étrange. Bah, dans le contexte de ce film, certes c'est une retrouvaille, mais quelque part ça ne l'est pas. C'est une relation comme elle en a vécu tant d'autres dans le film, quoi. C'est-à-dire qu'elle rencontre quelqu'un, il y a un rapport sexuel, puis elle s'en va. Et c'est finalement, qu'est-ce qui distingue son compagnon de tous les autres qu'elle a eu juste avant? Eh bah absolument rien. Et ça montre encore une fois cette idée que c'est une femme qu'on ne peut figer, qu'on ne peut placer dans des carcans et qu'on ne peut, entre guillemets, dompter. Donc c'est aussi, quelque part, en sous-bassement, cette grande idée de l'émancipation féminine chez Ackerman, qui, malgré la solitude, qui, malgré l'errance, perdure et fait d'elle une femme forte aussi. Femme forte, mais qui a toute cette souffrance. D'ailleurs, bon, elle a quand même accepté Oui, bien sûr. de lui chercher un médicament. Bon, elle aurait pu le planter là, hein, mais bon, elle a quand même une bonté en elle. Enfin, c'est une bonne personne en fait, en soi. Moi, je trouve ça, voilà, il y a une émancipation qui peut pas être complète encore. C'est-à-dire qu'on sent que, voilà, Chantal Akerman, elle a ce discours aussi, qui est quand même aussi une autrice féministe, qui est pas que féministe, mais qui est très féministe, évidemment. Et là, on sent que, bon, oui, elle est indépendante et tout, mais il y a encore quelques trucs qui la ramènent à une sorte de cloisonnement, d'une certaine manière. Et elle finit, à la fin, seule dans la prison de sa chambre, avec ses répondeurs. Et les messages sur les répondeurs, ils en disent long. À un moment, il y en a un qui dit où est Anna, je crois. Where is Anna, ou un truc comme ça. Enfin, il me semble qu'à ça, je sais plus si c'est où. Who is Anna ou Where is Anna à la fin. Personnage Bah, anglophone. les deux signifient quelque chose de très important finalement, hein, Ouais, que ce soit qui est Anna ou où est-elle, c'est finalement les deux questions du film, quoi. c'est terrible cette fin. Hein. Alors, oui, on lui propose d'autres trucs, c'est-à-dire que de toute façon, sa vie va se résumer à aller présenter son film ailleurs. Petite parenthèse, le film dont on ne saura rien, même pas le titre, peut-être, enfin si on fait
peut-être une capture d'écran sur la devanture du cinéma, mais on ne verra même pas un extrait du film, rien du tout, on sait rien sur sa carrière de cinéaste et tout. Non, parce que de toute façon, Chantal Akerman, elle nous le propose, le film, en tant que tel. Pour imaginer une mise en abîme, ça serait du Dupieux. Hein. Le film qu'elle projette, c'est le film qu'on voit. Et ça... Je veux pas être méchant, mais depuis tout à l'heure, je pense à Dupieux quand on parle de l'errance. Je pense au deuxième acte, quand on parle Ouais. il y a plein de choses depuis tout à l'heure. Je fais que penser à ça, mais je Le veux pas déraille dire sur le que je veux pas oser dire que Dupieux est un enfant d'Ackerman. Je veux surtout pas faire ça. bon, j'ai des doutes là-dessus, mais peut-être. Bon, il y a quand même le rail à la fin, mais il n'y a pas le train. Il manque quand même l'essentiel. Non, mais dans le sens où s'il y avait Dupieux, il aurait fait peut-être le même film. Enfin, pas vraiment, parce que bon, mais le film Mais raté. qu'elle ferait, le film, à la fin, on voit, c'est le film. Là, oui. Mais quelque part, en soi, c'est amusant. Parce que comme Chantal Akerman est réalisatrice et son personnage l'est aussi, en fait, le film qu'on ne voit jamais, c'est peut-être ça, indirectement. Peut-être que le film que Anna a fait montre l'histoire d'une femme qui est en errance et qui est en fuite, plus ou moins, en émancipation. C'est à la fois une fuite et une émancipation. Elle doit fuir sa réalité pour être elle-même. Et quand elle revient à Et la puis, fin, il y a quelque chose aussi d'un point de vue contemporain à Ackerman qui se rapproche de Buñuel finalement, de le charme discret de la bourgeoisie. Qu'est-ce que c'est sinon des personnages qui se perdent et qui errent ensemble avec un travelling justement dans une route quoi. mais tu sais quoi, en pensant Dupieux, allez, on va pousser le délire jusqu'au bout. Revenant sur Non. l'hôtel tout à l'heure, cette ambiance hôtel avec le couloir et tout, bah c'est Dali à un moment. Hein. On peut imaginer Oh. que. Non, mais voilà. On Non, va mais se faire défoncer pour ça. Non, mais on rigole, on rigole. C'est des extrapolations. Mais dans le sens de tout ce qui se passe à l'hôtel, là, avec ses chaussures et tout, ça aurait pu être dans l'idée d'un cinéma de Buñuel en mode, mais bon, ça aurait été poussé plus dans le burlesque. Là, ça reste juste terre à terre, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des scènes dans le film, à un moment, tu te dis, bon, tout est très réel, palpable, mais dans certains actes ou certains dialogues ou certains moments, bon, c'était peut-être une tradition dans cet hôtel en Allemagne de mettre les chaussures devant pour que, je sais pas, voilà, la femme de ménage qui passera le matin cire les chaussures au passage, peut-être, hein, j'en sais rien. Moi, ça m'a fait, en plus, ça m'a fait un effet cette scène. Je dis, je comprends pas. Et je rappelle Shining, non, je plaisante. Ouais. Non, mais Shining sort après les rendez-vous d'Anna. Mais là, je pense pas quand même. Non. Non, mais c'est juste des moments d'étrangeté dans ce film aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est étrange, mais on sent aussi euh, une autre forme d'enfermement. C'est-à-dire que, contrairement à Jeanne Nilman, on est dans une autre forme d'enfermement. D'ailleurs, on peut sortir de la zone spoiler pour la conclusion, là. C'est que c'est complètement l'inverse de Jeanne Nilman sur le papier. Mais en fait, ça renvoie à un message cohérent des femmes enfermées dans leur existence. L'une essaye de s'en sortir, l'autre ne peut pas, à part par un geste. Quoi. Quelque part, pour revenir sur cette idée aussi que tu disais de scène un peu absurde, un peu étrange, c'est aussi parce que quelque part, c'est un film assez fantomatique, assez spectral. C'est ça. C'est un personnage très pâle qui ne fait qu'errer dans des couloirs, dans des rues, qui ne parle pas mais qui écoute. Finalement, qu'est-ce qu'elle est à part un fantôme, quoi? Et des trains aussi, hein, et fantômes aussi Et des trains. de cette terrible chose que sa mère a vécue et que je pense la mère du personnage d'Anna aussi a vécu parce qu'on apprend, il me semble, origine polonaise et tout, comme la mère de Chantal Akerman. Donc, alors elle n'a pas frontalement évoqué cela avec la mère d'Anna en tant que personnage, mais je pense que ça en dit long aussi. On voit la mère d'Anna jouée par Léa Massari, qui est une grande actrice, qui porte un poids. Elle porte un poids, la mère, dans le film. Tu le sens quand même. Tu sens qu'elle a vécu quelque chose. C'est pas anodin. Voilà. Sincèrement, je pense que c'est pas anodin. Mais Chantal Akerman, justement, on parlait de ça à un moment dans notre entretien là, c'est qu'à un moment, elle va dans l'intime, mais elle se refuse de trop en dire. Il y a les non-dits ou les non, on va dire, les non entendus, nous, à l'écran, comme ce moment de Il y a les retrouvailles. non-dits et il y a la distance, hein. C'est ça. Eh ben, c'est ça. Ben, des fois, la caméra prend sa distance. Et en fait, le seul moment où elle va se rapprocher, c'est sur ce fameux sourire dont on parlait dans la zone spoiler. Mais voilà, pour conclure, au final, alors évidemment, Jeanne Dielman. Bon, voilà. Honnêtement, c'est un immense film, Jeanne Dielman. Et je pense que ça reste, enfin, de ce que j'ai vu, ça reste son chef-d'œuvre parce que c'est tellement radical et âpre
Mais les rendez-vous d'Anna, c'est quand même, honnêtement, pas du tout moins intéressant. Peut-être même au contraire, c'est une autre forme. Peut-être paradoxalement, et peut-être pas paradoxalement, c'est un film que je reverrai peut-être plus avec plaisir que Jeanne Dielman. Jeanne Dielman, le revoir, c'est difficile. Même si tu l'adores, Oui. c'est difficile à revoir. Alors que le rendez-vous d'Anna, je pense que en le revoyant, tu peux ressortir de trucs. Jeanne Dielman aussi, très certainement. Mais rendez-vous d'Anna, voilà. Et comme on se le disait, en voyant d'autres films d'Ackerman, parce qu'il Oui. faut voir aussi d'autres films d'Ackerman, on déterre aussi des choses des Rendez-vous d'Anna qu'on n'avait pas forcément vues au premier visionnage et tout. Donc c'est encore une fois, ça rejoint cette idée de... C'est une filmographie qu'il faut voir dans son intégrité, je pense. Et c'est assez rare aussi les cinéastes capables de faire ça, d'imposer finalement le visionnage d'autres films pour être pleinement apprécié. Et même sa comédie musicale, peut-être, parce que moi, ça me fait marrer. Elle fait chanter Aurore Clément à un moment, là, ici, du Edith Piaf a cappella. C'est comme si, dans sa tête, elle avait peut-être envie un jour de faire une comédie musicale. Mais je crois que dans son premier court-métrage, qui s'appelle Saute ma ville, hein, je crois, elle fait marmonner son personnage. Voilà. Donc, Alors pour le déjà, coup, cette comédie musicale, je l'ai pas vue. Pour être honnête, je savais même pas qu'elle existait. elle est Donc, sur Arte, hein, aussi, hein. Il me semble elle est dans la liste, si je me trompe bah pas. écoute, je verrai ça prochainement. Voilà, parce qu'il y en a pas, ils y sont pas tous hein, sur Arte, il y en a 5, 6, je crois. Mais il me semble que celui-ci, dont j'ai plus le nom en tête, Golden 80s, je crois. J'ai peut-être un Ouais, doute, alors. possiblement ça, ouais. Peut-être qu'il y est pas, alors, mais je sais pas. Mais en tout cas, oui, il y en a d'autres. Et ce qui est intéressant aussi, on finira là-dessus, c'est que bah, ça ne se résume pas qu'à la fiction, Jeanne Dielman, on en a parlé. Hein. Oui, News c'est from aussi Home. beaucoup de documentaires. Des documentaires qui, d'ailleurs, à un moment, frontalement plus tard dans sa carrière, vont parler hein, de la Shoah, enfin d'un souvenir de la Shoah. Je crois que même elle a fait un geste de cinéaste, parce que le documentaire, c'est du cinéma, en détournant presque un film de commande du gouvernement à l'époque d'Israël, à Tel Aviv et tout, pour s'enfermer, je crois, et parler de ça autrement, un contre-pied. C'est intéressant parce qu'elle veut aussi prendre en main l'histoire, parce que c'est son histoire, c'est l'histoire de sa mère, c'est cet ADN-là. Donc il y a plein de choses intéressantes dans le cinéma d'Ackerman, et je pense que même dans les cinémas, on va dire, de commande qu'elle a dû faire, il doit y avoir des choses intéressantes aussi. Je sais elle a aussi fait une adaptation célèbre et tout. Il y a des films qui ont eu Bah, une elle a fait célébrité. du téléfilm aussi, j'ai Oui. plus le nom de ce film-là, mais elle a fait du Et téléfilm, Captain c'est elle a pas eu du des télé. projets aussi alimentaires, comme on pourrait dire. Oui, mais je pense que ouais, il y a eu La Folie à Hellmeyer aussi, on en avait parlé, c'est un de ses derniers films. Il me semble que j'en avais entendu parler à l'époque quand c'est sorti, donc je pense que voilà. Mais oui, il y a beaucoup de choses à voir et à revoir aussi dans le cinéma de Chantal Akerman, à commencer donc par les quelques qui sont encore sur Arte, là pour quelques jours, je sais pas. Au moment où je publie cette vidéo, je sais qu'il y a au moins une dizaine de jours encore pour les voir, donc foncez, n'hésitez pas. Mais merci Hugo aussi de cette discussion, parce que Mais je t'en prie, on l'a merci à toi. remarqué en off, mais les rendez-vous d'Anna, personne n'en avait parlé dans le YouTube francophone. Et alors, paradoxalement, vous en avez des vidéos anglophones sur le film. Comme quoi, Chantal Akerman est peut-être plus reconnue euh, aux États-Unis, entre autres, qu'en France. Bah, la preuve, c'est les Britanniques qui l'ont nommé meilleur film du monde, quoi. Bah, c'est peut-être plus débris, mais bon, voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les rendez-vous d'Anna, c'est tout aussi passionnant, autrement, mais c'est en écho, que Jeanne Dielman. Donc, si vous avez aimé Jeanne Dielman, foncez. Arte est là pour ça. Alors, si vous regardez sur YouTube, ayez un compte qui soit validé parce que c'est techniquement interdit au moins de 18 ans. Enfin, non, mais parce que j'ai essayé de le C'est voir hors totalement mon. injustifié, on précise. Voilà. Mais bon, oui, parce qu'il y a de la nudité féminine. Oh là là, au secours! Non, mais sérieusement. Non, mais honnêtement, quoi, voilà. Oh là là. Non, mais bon, plus sérieusement, voyez-le et on en discute en commentaire. Hein, évidemment, c'est important de faire vivre le cinéma de Chantal Akerman qui, on a l'impression, est plus célèbre depuis qu'elle n'est plus là. Bon, ouais. Au final, c'est un peu l'histoire de sa vie aussi, mais qui est une vraie autrice. Voilà. D'ailleurs, on parlera aussi de la politique des autrices ou des auteurs. Hein. Peut-être le lire, ce livre de Geneviève Cellier, il me paraît très important. Voilà, parce que beaucoup, ils sont revenus récemment sur les réseaux et aussi sur YouTube, Dim Focus récemment, par exemple. Donc ça donne envie de s'y pencher parce que, voilà, voilà, l'histoire que Chantal Akerman, je pense, à l'époque, peut-être sans en dire et tout, a dû peut-être vivre certaines choses indirectement, enfin, peut-être une certaine forme de rejet d'un certain groupe de cinéastes, peut-être. Je ne sais pas. Mais bon, ça, je crois qu'elle ne s'est jamais vraiment exprimée dessus. Voilà. Mais bon, je pense qu'elle était tellement dans un circuit indépendant autour
que peut-être finalement elle a roulé sa bosse elle-même, quoi, tout simplement. Bah, si elle est comme le personnage de ses films, elle est libre et elle ne dialogue Ouais, pas avec les autres. Elle fait son c'est ça. truc. Mais quand même, elle vient faire jouer des actrices hein, très connues, Delphine Seyrig, ici Aurore Clément, etc. Donc c'est intéressant. En tout cas, merci à toi Hugo. On se retrouve bien sûr évidemment alors sur la 7e illusion, mais aussi toi tu es sur Letterboxd, tu écris beaucoup, et tu écris sur la 7e illusion aussi. Il écrit, il a même voilà, il a sa petite commu hein, sur Letterboxd, ça y est, voilà. Moi, je dis Hugo dans les cahiers du cinéma d'ici 10 ans. Voilà, allez hop. Oula. Ou Oula. ailleurs, ou ailleurs, hein, voilà, y a plein de revues possibles, mais on ne sait La jamais. 7ème illusion version papier, oula, j'ai teasé. Allez, oh, voilà. Et bon, en tout cas, merci à vous d'avance pour ces échanges et ces dialogues. On va pas faire comme Anna, nous, on répond, on dialogue. et, et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Salut, salut.